Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Actu Environnement. Voilà 2 ans qu'ils ont été bannis des caisses de magasins, puis de leurs rayons. Les sacs plastiques à usage unique n'ont pas pour autant disparu du paysage. Ils ont été remplacés en partie par des sacs plus épais, considérés réutilisables. Mais le sont-ils vraiment ? A-t-on réussi à diminuer la part de sacs plastiques jetables ? C'est la question du jour et pour tenter d'y répondre, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Emmanuel Guichard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Ellipso, l'association professionnelle qui représente les fabricants d'emballages plastiques en France. Et face à vous, Christophe de Boissoudy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Novamont France et président de l'Association française des plastiques biosourcés et biodégradables. En 2015, 17 milliards de sacs plastiques à usage unique étaient encore distribués dans les commerces chaque année en France. Depuis leur interdiction, la loi autorise en caisse la distribution de sacs d'une épaisseur supérieure à 50 microns. Tandis qu'au rayon des produits frais, elle impose des sacs compostables. Alors, cette mesure a-t-elle eu un impact favorable pour l'environnement ? Début de réponse avec l'association Zero Waste France. Après l'entrée en vigueur de l'interdiction, il y a un certain nombre de commerces, notamment des petits commerces, qui ont continué à utiliser leur stock existant. Ça, je pense que c'est en train petit à petit de se terminer. Globalement, on constate quand même que l'interdiction, elle est plutôt bien respectée. Elle est bien respectée par les chaînes de la grande distribution. Elle est bien respectée par un certain nombre de traiteurs, de commerces. Après, là où on a peut-être un petit peu des doutes, ou en tout cas peut-être qu'il y a des limites dans l'interdiction telle qu'elle a été passée en France, c'est sur notamment cette limite d'épaisseur de 50 microns, qui fait qu'on trouve encore beaucoup quand même dans le commerce des sacs comme ça, qui sont considérés comme des sacs réutilisables, mais qui sont en réalité distribués de la même manière que l'étaient les sacs plastiques jetables, c'est-à-dire de manière assez systématique, gratuitement. Donc finalement, le geste d'achat, le geste du consommateur, il n'a pas beaucoup évolué. Et c'est peut-être là où c'est un enseignement pour les prochaines interdictions ou peut-être une piste d'amélioration, d'essayer de monter ce seuil d'épaisseur, parce qu'un sac comme ça, pour le citoyen, il est encore considéré comme un sac jetable, il n'est pas forcément réutilisable. On attend l'évaluation qui sera faite par l'État parce que ça pose des questions évidemment d'impact environnemental. Si on découvre, en tout cas on évalue que la plupart des sacs plastiques jetables interdits, ils ont été substitués soit par un sac réutilisable plus épais mais qui est en réalité pas réutilisé, soit par un sac compostable qui est aussi qui n'est pas interdit aujourd'hui, mais qui est finalement en France rarement composté puisque le tri des déchets organiques n'était pas encore beaucoup déployé. Là, dans ces cas-là, oui, il va se poser la question de quel est l'impact environnemental global de la mesure et justement là aussi quel type de correctif on peut introduire pour que l'impact environnemental soit réellement positif. Au-delà du sac en tant que tel, ce qui est vraiment intéressant, c'est le développement du geste de réutiliser. Donc de prendre l'habitude quelque part, de prendre son sac quand on va faire les courses, de réutiliser toujours le même sac. Ça, visuellement, on voit vraiment que c'est un geste qui se développe. On voit de plus en plus de gens qui ramènent les mêmes types de sacs quand ils font leurs courses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, évidemment, là aussi, il faut faire attention que le sac soit suffisamment réutilisé, soit réutilisé suffisamment longtemps. Alors, si certains l'ignoraient encore, je rappelle que les sacs plastiques mettent des centaines d'années à se dégrader dans l'environnement et ils causent de sérieux dégâts sur la biodiversité, notamment marine. Emmanuel Guichard, lorsqu'on écoute l'interview de Zero Waste France, on a l'impression que les choses ont bien évolué du point de vue du comportement des consommateurs qui apportent de plus en plus un sac cabas, par exemple, avec eux. Mais qu'en est-il de l'impact environnemental de la mesure, compte tenu du remplacement des sacs plastiques à usage unique par ces fameux sacs plus épais, d'une épaisseur supérieure à 50 microns? Est-ce qu'on jette moins de sacs plastiques? Le but, ce n'est pas de les jeter, dans tous les cas, c'est de les recycler. Et c'est un peu aussi le but de cette loi. Le but de cette loi, c'est effectivement de faire en sorte que tous les sacs mis sur le marché soient valorisés. Soit ils peuvent être valorisés de par leur épaisseur en étant recyclés. D'ailleurs, de plus en plus, ils incorporent aussi de la matière recyclée, donc ils rentrent dans une boucle. Soit ils sont valorisés sous forme de compostage,
dans des usages pour être destinés vers des filières de compostage. Donc il est sûr que dans l'évaluation de cette loi, on a une réduction globale du nombre de sacs mis sur le marché. Vous en fabriquez moins? En unité, on en fabrique moins, ça c'est assez clair. Alors, on en fabrique moins, pour être très précis, la majorité des sacs fins venaient d'Asie. Ce n'était pas de la production européenne. Et ça, c'est un point important dans cette loi, c'est-à-dire qu'on a moins d'imports, puisqu'on a plus de production nationale de sacs, notamment parce que ces sacs plus épais sont produits à partir d'ailleurs des matières recyclées européennes. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier dans l'objectif de la loi. Alors, est-ce que vous avez fait une analyse de cycle de vie de ces sacs? On l'a vu avec Zero Waste, on estime que la plupart du temps, il est directement jeté à la poubelle, voire maximum, il est utilisé pour une petite poubelle peut-être chez soi, de bureau. Est-ce que vous avez donc une analyse de cycle de vie de ces sacs de votre côté? Sur les sacs réutilisables, à ma connaissance, il y en a qui ont été faits, mais honnêtement, je les connais pas. Ce qui est important de voir, c'est que l'objectif de cette loi, qui se veut une loi environnementale, et c'est très bien dit dans l'intervention de la personne de Zero Waste, c'est une loi à visée comportementale. C'est-à-dire l'objectif de la loi, c'est effectivement de réduire le nombre de sacs, mais l'objectif de la loi, in fine, c'est de favoriser la réutilisation pour ces sacs. C'est sûr que c'est quelque chose de long, parce que déjà, vous avez la première chose, c'est l'inertie. Je pense que c'est chez vous tous, quand on va réaliser des courses ou des commissions. On n'a pas toujours sur nous le sac. Donc effectivement, on a une forme d'inertie parce qu'il faut que progressivement, tous, on ait dans nos sacs à dos, dans nos cabas, dans les voitures, des sacs pour permettre cette réutilisation. Donc au tout début de l'avènement de la loi, effectivement, il a fallu que ça se mette en place. Donc on a les consommateurs, les citoyens en France ont acheté plus de sacs et progressivement, on rentre dans cette phase de réutilisation qui fait que vous avez effectivement, au global, une réduction du nombre de sacs mis à disposition. Christophe de Boissoudy, vous êtes d'accord, cette loi, elle est surtout à visée comportementale ou réduction de la part des plastiques? À mon sens, l'esprit de la loi, c'était certes effectivement avec une visée comportementale, mais le véritable esprit et but de la loi, c'est une réduction en fait de l'utilisation de ce qui peut être éventuellement jeté dans la nature et de la quantité de polyéthylène utilisée. De ce point de vue-là, j'avoue qu'effectivement, ce qui a été souligné par Zero Waste, par la personne de Zero Waste, le fait d'avoir des sacs qui sont à 50 microns petits, comme c'était le cas avant, peut poser un problème, à savoir qu'on aura peut-être moins de sacs, et c'est le cas, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec M. Guichard là-dessus, il y a moins de sacs, de manière évidente. Reste à savoir s'il y a moins de plastique utilisé, parce que ce sont quand même des sacs qui font 2, voire 3 fois, qui sont 2 à 3 fois plus épais que précédemment. Et le fait d'avoir des sacs qui sont 2 à 3 fois plus épais, s'il y en a moins de sacs, c'est pas évident qu'il y ait moins de polyéthylène. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment qu'on rentre dans l'univers du réutilisable, forcément, les emballages plastiques sont plus épais. L'exemple, c'est sur la bouteille d'eau. Donc en Allemagne, vous avez un système de consigne et de réutilisation de bouteilles d'eau. Donc ça reste des bouteilles en PET. Bien évidemment, à partir du moment que vous voulez que cette bouteille puisse être utilisée 10, 20 fois, il faut qu'elle soit plus épaisse. Donc, ce n'est pas forcément surprenant que dans une loi qui vise à favoriser la réutilisation, on ait des objets plus épais. Oui, mais ces sacs ne sont pas réutilisés. Le but, c'est qu'ils deviennent réutilisables. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit sac comme ça, justement qu'est-ce qu'on fait avec un sac comme ça? Généralement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on l'utilise comme sac poubelle. Pour des petites poubelles. Parce qu'on les voit, ces sacs, dans les poubelles oui. Directement jetés, on les voit même dans la nature, souvent dans les parcs, les pauses déjeuner, c'est ce qu'on nous distribue. Là-dessus, je rebondirais sur ce qui a été dit par Zero Waste. L'important, c'est qu'ils soient effectivement recyclés, et c'est ce que M. Guichard dit également, ou réutilisés de manière cohérente, notamment pour le compostage. Et ça, je viens sur les sacs qui sont des sacs plutôt qu'on appelle fruits et légumes. Mais en fait, vraiment, la loi, ce n'est pas nécessairement des sacs fruits et légumes, ce sont des sacs fins, non réutilisables, autres que sacs de caisse. Parce qu'en fait, ces fameux sacs de 50 microns sont ces fameux sacs qu'on a à la caisse. En revanche, tous les autres sacs à usage unique qui ne sont pas à la caisse doivent être effectivement... Et ça, la loi l'impose. Ça, la loi l'impose. L'impose soit un sac de caisse qui est totalement interdit s'il est inférieur à 50 microns, quel que soit le type de sac, qu'il soit compostable ou non. Et en dehors des sacs de caisse inférieurs à 50 microns, à ce moment-là, il faut prendre forcément un sac biosourcé et compostable. Ces sacs-là, l'intérêt, c'est de les réutiliser, notamment pour la collecte des déchets organiques.
On disait donc que cette loi imposait, pour les produits en rayon, des sacs compostables. Or, on l'a vu dans nos images, ça n'est pas toujours le cas. Donc, on est toujours en train d'avoir des sacs de 50 microns, cela, certes, ça respecte la loi, qui sont distribués dans les produits frais. On l'a vu en boucherie, poissonnerie. Aussi, la presse est concernée. Bon, je ne vais pas trop faire de pub, mais moi, je suis donc abonnée à ce journal. Et normalement, la presse aussi, on lui impose d'utiliser des films qui sont biodégradables. Pour autant, on retrouve encore des plastiques classiques. Comment ça se fait, Emmanuel Guichard ? Il y a eu donc une volonté de rajouter la presse dans le scope de la loi, et résultat, la loi n'est pas appliquée. On n'a même pas 50% des titres de presse qui sont routés, qui sont conformes à la loi. Donc il manque le contrôle, en fait. Il est facile dans un hémicycle pour des parlementaires de voter une loi, de voter une interdiction. Toute la problématique, c'est l'application de cette interdiction. Dans cette loi, effectivement, on a plusieurs problématiques. Au début, la loi visait le sac de caisse. Donc le sac de caisse, effectivement, il y en avait beaucoup qui étaient utilisés. Progressivement, on a eu un transfert vers d'autres types de sacs, typiquement des cabas. Il y a eu des engagements de la grande distribution, ce qui ne réglait pas la problématique du petit commerce. Donc la loi, à l'origine, a visé ça. Et bien évidemment, les parlementaires, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais il n'y a pas que ce genre de sac qui est vendu, il y a aussi les sacs fruits et légumes, il y a d'autres sacs. Donc après, on a commencé à rentrer sur le périmètre des sacs fruits et légumes. Mais effectivement, cette loi, elle n'est pas pensée pour quand vous allez acheter des crevettes ou des bigorneaux. Le jour où vous allez acheter des crevettes et des bigorneaux, eh ben, la loi elle vous dit qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez des sacs très fins en bioplastique, mais en l'occurrence, il y a des coquilles, il y a des trucs comme ça ne résistera pas. Soit vous avez le sac épais. Eh bien, résultat, on utilise le sac épais. Les exceptions sont nécessaires. Il y a certains domaines, notamment dans la grande distribution, où aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en passer. Puisqu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a des sacs ? Parce qu'il y a besoin de transporter des matières. Du jour au lendemain, on ne va pas arrêter de transporter des objets. Et pour transporter ces objets, effectivement, si l'objet il coule, si l'objet il est coupant, il va falloir un emballage relativement costaud. Christophe de Boissoudy. Alors effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur les sacs, il y a aussi des sacs fins 50 microns qui sont utilisés pour autre chose que des sacs de caisse. Et je dirais que là, c'est en fonction du choix des grands distributeurs, en fonction du choix des petits et moyens commerces, qui trouvent plus pratique tout simplement de continuer à utiliser du polyéthylène à 50 microns puisqu'ils ne peuvent pas utiliser des sacs plus fins. Et là, c'est peut-être un biais parce qu'on a quand même tout à fait la possibilité de faire des sacs en deçà de 50 microns en bioplastique, c'est-à-dire biosourcés et compostables, éventuellement plus épais que 10 ou 15 microns, qui pourraient parfaitement répondre à cette nécessité. On pourrait, mais c'est toujours pas le cas. Les sacs compostables sont toujours pas résistants à des matières comme les crustacés. Ça existe, mais le but, ou je dirais là où on cale, c'est le prix. Et c'est toujours le prix qui est un élément déterminant, et notamment pour la grande distribution. Donc à partir du moment où ces matériaux sont plus chers, ce qui est le cas, ce qui est encore le cas, alors évidemment ça a beaucoup baissé en fonction justement de l'augmentation de la capacité, enfin des capacités de production. Si le prix d'un sac compostable est supérieur à un sac à 50 microns, on utilisera un sac en polyéthylène 50 microns. Alors que la loi l'impose quand même. Mais le sac à 50 microns, en fait, il peut être utilisé, quelle que soit la taille, dans tous les cas. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est le prix qui va être déterminant. Il y a une autre question encore que je voudrais vous poser, Christophe de Boissoudy. Dans cette interview, il est notamment posé la question de ces sacs compostables, de dire quel est leur intérêt aujourd'hui, sachant que la collecte sélective des biodéchets n'est toujours pas organisée en France. Alors, l'intérêt, entendons-nous, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ne sont pas en train de se retrouver également dans les bennes à ordures normales ? Le fait d'avoir des sacs compostables à disposition favorise la valorisation des déchets organiques. Je dirais que ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on n'a pas de sac compostable à disposition et qu'on introduit la collecte des déchets organiques, des déchets de cuisine, en fait, des biodéchets, on se retrouve souvent avec des sacs plastiques parce que c'est beaucoup plus pratique, ça tient l'eau, c'est beaucoup plus facile à utiliser, mais sauf que ces sacs plastiques deviennent des polluants dans ce qui est le compostage et le retour au sol. Car en ce moment-là, on retrouve du plastique au sol. Alors que l'inverse, effectivement, je suis d'accord avec vous, lorsqu'on a des sacs compostables qui ne sont pas utilisés pour la collecte des déchets organiques, ces sacs finiront effectivement dans la collecte classique, généralement d'ailleurs avec les indifférenciés, c'est-à-dire soit en valorisation énergétique, soit tout simplement malheureusement ce qu'on appelait autrefois des charges,
mais utilisons le mot correct, à savoir centre de traitement technique, d'enfouissement technique. Là-dessus, il y a quand même une convergence avec donc les sacs épais de 50 microns, puisque en France, progressivement, au niveau de la collecte des emballages ménagers, vous savez qu'il y a le déploiement de l'extension des consignes de tri. Donc l'extension des consignes de tri, c'est que historiquement, dans votre poubelle jaune, pour les emballages plastiques, vous ne mettiez que les bouteilles et les flacons. Et l'objectif, aujourd'hui on a déjà 25% de la population française pour lesquels, dans leur poubelle jaune, vous pouvez mettre tous les emballages plastiques. Et dans tous les emballages plastiques, justement, vous avez ces films épais. Parce que ce sont des films donc en polyéthylène, en PEHD, qui se recyclent très bien, qui rentrent dans les filières. Effectivement, on a aussi cette problématique de dynamique. Tout le territoire français ne sera couvert qu'en 2022. C'est énormément de quantité jetée d'ici 2022. Après, c'est la problématique globale de la gestion des déchets en France, effectivement. Mais ces matières sont des matières qui sont parfaitement recyclables, réutilisables. Et justement, dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'incorporation de matières recyclées dans les sacs épais de 50 microns. Mais dans les faits, la majorité des producteurs de ces sacs épais introduisent de la matière recyclée, voire mettent en place des filières de collecte pour donner vraiment un sens à ce geste de tri, pour aller récupérer ces sacs, les rebroyer et les réintroduire dans leur propre sac en plastique. Je voudrais revenir juste un petit peu sur cette question des sacs compostables. Est-ce qu'on pourrait dire brièvement, c'est quoi les conditions pour favoriser leur compost? Comment sont compostés ces sacs? Alors ces sacs compostables, la loi impose que ce soit compostage domestique. Donc il faut effectivement qu'ils soient en mesure de se biodégrader dans un compost à la maison. Donc il faut qu'ils répondent tout simplement à la norme, qui est une norme française, qui a été publiée en 2015 et qui détermine les conditions, à savoir moins d'1 an pour se biodégrader complètement dans un compost domestique, à condition qu'il soit bien géré. Et ça, c'est très important, car un compost domestique, s'il n'est pas régulièrement retourné, s'il n'est pas suivi correctement, ça peut mettre vraiment beaucoup plus qu'1 an. Il y a très peu de gens qui ont du compost à la maison. Non, enfin, oui, il y a très peu de gens qui ont du compost à la maison. Les collectivités locales essayent de favoriser le compostage domestique. Si on doit composter l'ensemble des déchets organiques, qui sera le cas à partir de 2025, puisque la 2025, ça sera l'obligation d'un tri à la source pour les déchets organiques. Il est certain que ça ne pourra pas être entièrement composté d'un point de vue domestique. Alors on peut dire qu'au niveau européen et au niveau national, quand même, c'est une guerre contre les plastiques à usage unique qui est lancée. Beaucoup de produits vont bientôt disparaître de la vente à partir de 2020, comme les gobelets, les verres, les assiettes jetables, les cotons-tiges. Est-ce que dans ce nouveau paysage, on peut dire que tous les sacs plastiques à usage unique devraient disparaître ? Non, parce que l'histoire, c'est que l'interdiction n'a pas de sens en soi. Ce qui est important, c'est que tous les sacs qui soient produits puissent être valorisés. Soit ils sont valorisés parce qu'on arrive à les recycler et qui permettent de rentrer dans cette boucle du recyclage et de l'utilisation de matière, soit ils sont compostables. C'est deux modes de vie un peu différents. Je vais vous montrer un peu des exemples. L'exemple, c'est ça, vous connaissez, c'est l'exemple historique. C'est un cabas en PP. Alors celui-là, il est un peu sympa. PP, c'est polypropylène. Polypropylène. C'est tissé. Vous voyez, c'est de la matière qui est tissée. Ça, c'est historiquement ce que la grande distribution a mis en place. D'accord ? Et ça, c'est recyclable ? Ça, aujourd'hui, c'est pas recyclable. On n'a pas de filière en France. Donc en fait, en gros, si on arrête les sacs plastiques à usage unique et on impose ça, c'est pas recyclable. Ça, c'est pas recyclable. Et nous, typiquement, c'est pas les solutions qu'on pense être les plus vertueuses et les plus utilisables. Les solutions auxquelles on pense. Alors là, on a d'ailleurs, si je peux intervenir, il y a une ACV. Tout à l'heure, vous avez parlé des ACV. Il y a une ACV, effectivement, qui a regardé un sac comme ça, combien de fois il fallait l'utiliser. Il faut l'utiliser 24 fois. Ça a été fait par l'ADEME. Il faut utiliser ce sac 24 fois pour qu'il puisse commencer à avoir un impact environnemental au moins égal, sinon inférieur, au sac de caisse. Et après, les autres sacs que vous avez, alors là, j'ai que le tout petit, effectivement, ce sont ces sacs réutilisables. Alors, l'impact de la loi, il se voit sur l'écriture. Donc, la loi oblige que ça soit marqué que ce soit un sac réutilisable. Ça, c'est le 50 microns. C'est le 50 microns qui est réutilisable. Et effectivement, l'avantage, c'est sa recyclabilité. Parce que quand vous avez la fin de vie de ce produit, vous le mettez dans la poubelle jaune et il repart, il est réutilisé et il sert à refaire des sacs. Alors, oui, sac plastique à jeter. Alors ça c'est toute la problématique qu'on a en France, c'est que à jeter, bien sûr, quand vous n'avez pas
quand vous n'êtes pas sous le dispositif de l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire quand votre territoire n'est pas encore couvert par l'extension des consignes de tri, vous avez cette consigne-là, que vous trouvez sur la plupart des emballages recyclables et recyclés. Si votre commune n'est pas dans l'extension des consignes de tri, l'affichage dit à jeter. Christophe de Boissoudy, par rapport à ma question tout à l'heure, si toutefois les sacs plastiques à usage unique étaient interdits, quel avenir pour les sacs compostables ? S'ils sont complètement interdits, il n'y aura pas d'avenir pour les sacs compostables. En revanche, pour revenir sur la définition de l'usage unique, effectivement, l'usage unique, il faut quand même savoir à quoi ça sert. Parce que, par exemple, si vous achetez des produits en vrac, ce qui a priori peut être l'orientation future pour ne pas avoir de multiplication d'emballages de produits emballés, genre 4 pommes emballées, il vaut mieux effectivement pouvoir les choisir et les mettre dans un contenant. Là, effectivement, le sac relativement petit est utile. Et cet usage unique, qu'on appelle à usage unique, est indispensable pour le vrac. Par exemple, vous n'allez pas mélanger des noisettes, par exemple, avec du riz. Vous êtes obligé d'avoir un sac ou un emballage qui prend ces éléments-là. Alors, on peut prendre éventuellement du verre, mais ça commence à devenir très lourd. Si on vient avec des pots en verre à chaque fois qu'on a plusieurs éléments à prendre, c'est pas évident. Et le papier ? Alors justement, moi je vais vous montrer, je suis allé faire des courses, quelque chose en vrac, et je vous ai acheté des chips de banane. Donc le consommateur peut être content en se disant qu'il n'achète pas du plastique, qu'il achète du papier, mais dans les faits, la loi n'interdisant que les sacs faits à 100% en plastique, eh bien vous vous retrouvez avec une fenêtre en plastique devant. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait du coup ? Ça, on va le recycler, et le papier sera recyclé, mais le plastique ne sera pas recyclé. Mais la question c'est, alors, pourquoi est-ce qu'il reste du plastique sur ce sac ? C'est très simple, c'est qu'en fait, justement, les fonctionnalités qu'on veut pour le plastique se retrouvent dans cet emballage. La première chose, c'est quand vous allez passer en caisse, on va voir directement ce que vous avez acheté. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir pour rechercher. Et donc, au final, la plupart des fonctionnalités qui sont apportées par l'emballage plastique, on essaye de continuer à utiliser, on contourne progressivement la loi, puisque ça, c'est clairement un contournement de la loi, mais c'est parfaitement légal, et dans les faits, vous avez ces solutions mixtes qui sont en train d'apparaître et se développer. Merci à vous deux pour cette première partie d'émission. J'accueille maintenant Florence Roussel, la rédactrice en chef d'Actu Environnement. On arrive maintenant à cette dernière partie d'émission. Florence, bonjour. Bonjour. Tu as suivi, j'imagine, scrupuleusement ce débat. Est-ce que tu as des questions pour nos deux invités ? Alors, oui, parce que dès le début de l'émission, vous avez tous les deux rappelé que c'était une interdiction qui avait pour but un changement de comportement. Monsieur de Boissoudy, est-ce que vous pensez que ça a marché ? Le changement de comportement, oui, en partie, en grande partie. Le but environnemental, pas totalement. Parce que j'ai l'impression que finalement, admettons que le comportement, ça ait marché, les gens sont plus prompts à prendre des cabards réutilisables. Mais au final, on s'est rendu compte que les substitutions qui ont été proposées par les industriels de la distribution, soit c'est du compostable, mais comme il n'y a pas la collecte des biodéchets en France, ce n'est pas composté, soit c'est du recyclable, mais comme les consignes de tri ne sont pas encore généralisées, ça termine dans la poubelle marron. Donc finalement, le bilan environnemental est plutôt mauvais. Est-ce que c'était utile de le faire si tôt ? Je vous pose la question à tous les deux. Je pense qu'effectivement c'est utile de le faire si tôt parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose. C'était le plus simple, changer les comportements pour pouvoir aller vers plus de tri et de bon tri à la source pour faire du recyclage. On peut difficilement mettre en place un recyclage de qualité sur en fait, un tri qui n'est pas correctement fait. Donc je pense qu'effectivement, c'était le bon chemin, commencer à demander à avoir des matériaux qui soient vraiment recyclables, pour qu'ils soient recyclés, et y compris pour les compostables, d'avoir des matériaux à disposition qui soient déjà compostables pour pouvoir ensuite s'intégrer dans le développement de la valorisation organique. Emmanuel Guichard. On a parlé un peu de tous les aspects. Il y a un certain nombre de produits sur lesquels on pense que ça ne marche pas et que ce n'était pas forcément utile puisque la problématique d'épaisseur ne répond pas forcément à la problématique d'usage unique, notamment pour certaines tailles. Donc le bilan de la loi n'est pas négatif. Après, la problématique du temps, c'est toujours cette problématique qu'on va avoir dans la gestion des déchets, c'est qu'à un moment, il faut bien commencer. Voilà.
et que l'extension des consignes de tri sera finalisée en France en 2022, les biodéchets c'est 2025, et clairement il y a une attente. Il y a une attente des citoyens, il y a une attente. Donc je ne suis pas sûr que le sac c'était la chose sur laquelle il fallait commencer en premier. Voilà, surtout qu'il y a eu des contournements. On voit bien que maintenant on a des sacs qui ne respectent même pas, qui respectent la loi, mais c'est quand même aberrant d'avoir un mix papier-plastique. Est-ce que la loi doit être réécrite ? Ce n'est pas forcément la loi qui doit être réécrite, c'est peut-être davantage le décret d'application. Le décret d'application, en fait, définit le champ d'application de la loi, définit ce qu'est un sac plastique. Et donc, on pourrait très bien envisager, par exemple, qu'un sac plastique, c'est un sac qui contient à minima, par exemple, au moins 10% de plastique, voire le moindre plastique dans un sac, et notamment papier, est considéré comme un sac plastique. Et deuxièmement, ce décret d'application, il doit vraiment faire très attention à ce qu'il soit appliqué et donc qu'il y a des sanctions, mais aucune sanction n'a été appliquée à ce jour. Et donc il y a un développement de sacs qui ne répondent pas du tout à la loi parce qu'ils ne sont pas de 50 microns. Ils se développent aujourd'hui tout simplement parce qu'on voit qu'il n'y a pas de sanctions. Et donc dans ces conditions, pourquoi ne pas revenir à ce qu'on connaissait autrefois ? Merci Florence Roussel, rédactrice en chef d'Actu Environnement. Merci à vous Emmanuel Guichard, délégué général d'Ellipso, l'association professionnelle qui représente les fabricants d'emballages plastiques en France. Merci à vous Christophe de Boissoudy, directeur général de Novamont France, président de l'Association française des plastiques biosourcés et biodégradables. Merci à vous internautes d'avoir suivi ce débat et je vous dis à très bientôt.